Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Gwen, anciennement Sweetie, sur les réseaux sociaux. Hello Gwen. Bonjour. Alors Gwen, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast L'Endurance des mots. Je sais que maintenant tu aimes te tenir un peu loin des réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a été un peu difficile pour moi de rédiger une présentation pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc n'hésite pas à me corriger. D'accord. Alors, si vous étiez sur YouTube autour des années 2014 et jusqu'en 2020, vous ne pouviez pas passer à côté de la très solaire Sweetie qui partageait ses coups de cœur et son quotidien sur YouTube et les réseaux sociaux. Tu es aussi une survivante après avoir subi très jeune un cancer hodgkinien. 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 Non, mais t'inquiète, même pour l'écrire, c'est chiant. Même pour les médecins, c'est chiant, t'inquiète pas. Quand je vais le dire chez le médecin, ils me font Hodgkinien, et tu sais, ils commencent à l'écrire en mode fait. J'ai déjà même vu quelqu'un regarder sur internet. Ouais, oui, c'est ça, le D, le G, le K. Donc tu as documenté ton traitement et ta guérison. Mais plus de 10 ans plus tard, ta vie a bien changé. Tu as mis de côté cette vie des réseaux sociaux, tu as repris tes études, tu es à présent secrétaire médico-social à Paris. Volleyeuse, tu peux le dire, crossfiteuse. Oui. Un peu de running, un peu de pilates, mais surtout tu es maintenant une femme plus épanouie et heureuse. Est-ce que j'ai bien réussi à te présenter? C'est pas mal du tout. En fait, c'est pas mal du tout. C'est toujours un peu émouvant parce que j'ai l'impression qu'on retrace un peu ma vie, mais Ouais, il y a toujours un monde de oh là là, c'est tout ça. Après, de toute manière, on va revenir un peu sur toutes ces étapes. Et aujourd'hui, on va justement aborder l'un de tes livres favoris, Soufi, mon amour, de Elif Shafak. Je l'ai là. Et il est très précieux puisqu'il est en réédition, justement. Alors, je précise qu'un soufi, pour celles et ceux qui ne savent pas, est un mystique musulman. On pourrait définir ça comme une personne religieuse qui cherche à se rapprocher de Dieu par les expériences. C'est un peu ésotérique, hein, mais le livre, même s'il parle de religion, est quand même un conte initiatique avec des principes philosophiques de vie. Alors, pour ma part, ça m'a beaucoup rappelé l'alchimiste. Je sais pas si toi tu l'as... Non, j'ai pas regardé, enfin, j'ai pas lu Paulo Coelho, enfin, parce que je me suis dit, c'est un moment de la vie où j'ai l'impression que tout le monde lui disait, et c'est genre, Et en fait, j'avais peur que ça soit un peu comme les accords Toltec. Ouais. Où ça se ressemblait beaucoup. Et tu sais, une période où tout le monde voulait être dans le développement personnel. Et là, c'était la première fois que je chantais que c'était quelque chose de différent et quelque chose qui, normalement, me dérangeait un peu quand même. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais lui, au départ, et pas quelque chose qui était, je veux pas dire trop simpliste, mais lui, je trouve qu'il est dérangeant sur plein de points. Oui, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Bah pour le coup, moi, tu vois, j'ai préféré Soufi, mon amour à l'alchimiste. Ok. Ce qui m'a fait beaucoup plus me questionner, et voilà. En fait, il est dérangeant par le fait qu'il te bouscule. Oui, d'ailleurs, écoute, je vais me lancer dans le petit résumé pour nos auditoristes. Donc, Soufi, mon amour est un dialogue entre deux histoires qui se répondent à travers le temps. D'un côté, celle de Rumi, érudit du XIIIe siècle, profondément transformé par sa rencontre avec Cham de Tabriz, un derviche libre, radical, qui l'invite à vivre l'amour comme une expérience spirituelle totale. Et de l'autre, celle d'Ella Rubinstein, 40 ans, une femme d'aujourd'hui, en apparence installée dans une vie confortable, mais intérieurement en quête de sens, dont l'existence bascule au contact de cette sagesse soufie. Donc à travers ses destins, Elie Shafak, l'autrice, nous parle d'amour, de foi, de liberté intérieure et de ce moment où l'on ose enfin écouter ce qui brûle en soi. Alors, première petite question, Gwen. Comment tu as découvert ce roman et pourquoi il t'a autant marqué? Alors, en fait, ce roman me l'avait conseillé, mais par ma... j'ai suivi... j'avais une psychologue, en fait, qui s'occupait de moi. Et il y avait aussi un groupe de conversation. Et elle avait conseillé ce livre il y a vraiment, je dirais, 2 ou 3 ans. Et en fait, quand j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit, mais alors, pas du tout. En vrai, je l'ai jugé. Moi, je t'avoue, moi aussi, je l'ai jugé. Je l'ai totalement jugé. Ouais, non, mais vraiment, je me suis dit, mais... Ok, non mais vraiment j'étais dans le jugement, on va pas se mentir, j'ai jugé, je me suis pas sentie prête et du coup non, je ne le lirai pas, merci, mais non merci. Et des années après, je suis retombée dessus un moment et je crois beaucoup au moment où tu t'attends et d'un coup il y a quelque chose et là tu le relis et je me suis dit mais en fait je crois que maintenant je suis prête à le lire. Ok. Et du coup je suis retombée dessus en librairie et je me suis dit je pense que là, j'ai gagné en ouverture d'esprit par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Et je me sens prête à le lire sans le juger directement. Et c'était dans quel contexte au niveau de ta vie? Du coup, je l'ai lu, je pense, il y a un an et demi. Ok. Et je pense que c'est parce que j'étais amenée aussi à vouloir changer. Et je sais pas, là, ça me marquait. Enfin, ça m'avait beaucoup plus
marqué. Donc je pense que c'est que ce soit dans mes conversations avec mes proches, etc. C'était des domaines où je m'ouvrais de plus en plus, qui fait que je me suis dit, bah là, peut-être que j'ai l'ouverture d'esprit et le cœur plus ouvert, en fait, à ces genres d'histoires, alors qu'au final, au départ, je n'en étais pas du tout. Ouais. Justement, on va revenir un peu en arrière, Gwen. Tu as commencé, on va dire, ta carrière publique sur YouTube en 2014 et c'est avec cette casquette de youtubeuse que beaucoup de personnes te connaissent encore aujourd'hui. Alors moi, c'est aussi comme ça que je t'ai découverte, avec une personnalité pleine de joie et surtout hyper solaire. C'est vraiment ce que je retiens à chaque fois de toi. Alors, qu'est-ce qui t'a d'abord poussé et donné envie de créer des vidéos sur YouTube? Alors en fait, quand j'ai commencé, donc c'était en 2014-2013, j'étais en BTS esthétique cosmétique. Et à l'époque, c'est vrai que quand tu voulais faire des vidéos, c'était l'esthétique. Il n'y avait pas d'autre choix. Ouais, le maquillage. Ça ou des podcasts, au final. Et du coup, c'était vraiment maquillage, petites choses. Et j'étais quand même esthétique cosmétique, donc je me suis dit, bah, si je dois me lancer dans quelque chose, ça va être ça. Et je commençais beaucoup de cosmétos, etc. Et j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, je vais en parler un peu sur les réseaux sociaux. Puis à l'époque, bah, du coup, j'avais mon ex qui faisait des vidéos de déguisement de nuit, en déguisement de Zizi tout, parce qu'en vrai, à l'époque, moi, c'était ça que je connaissais, des jeux vidéo, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, quand on se voit, en fait, on prend du plaisir à tourner ensemble, on rigole, on fait des Just Dance, etc. Bah, pourquoi pas, j'essaye aussi de mon côté. Et c'était très dur parce que je travaillais aussi à côté en vente. Et je me suis dit, bah, je vais tenter. J'étais quelqu'un de très timide qui avait vraiment du mal à parler, même à dire bonjour aux gens qui rentraient en boutique. Alors de passer le cap de vraiment faire des vidéos, c'était quelque chose. Mais au final, je pense que ça m'a beaucoup aidé de m'entendre, de faire mon montage, d'en avoir marre de moi, mais de m'entendre vraiment. Ouais. Et pour le coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc je dirais que c'est pour ça aussi que j'ai commencé de vouloir partager, parce que je me sentais, entre guillemets, dans l'esthétique en tout cas, comment le dire, ok, de pouvoir parler de quelque chose que je connais un petit peu. Oui, t'étais formée à... Un petit peu plus. Et en fait, j'avoue que ce qui m'a vraiment déclenché, c'est qu'à l'époque, il y avait Enjoy Phoenix qui a fait une vidéo sur la marque Clinique, sur le Basic 3 temps, pour ceux qui connaissent. Et qui disait qu'il fallait l'utiliser, c'était trop bien pour l'acné. Et ça m'avait rendu folle parce que c'est un produit avec énormément d'alcool dedans. Et on était jeunes à cette époque et on parlait à des gens qui étaient encore plus jeunes que nous. Et vraiment, pour moi, c'était le produit à ne pas utiliser pour adolescentes, voire plus jeunes. Parce qu'à 13 ans, des fois, tu n'es même pas adolescente pour certaines. Et je me suis dit, mettre de l'alcool, presque à 90% dans une basique 3 temps, c'était pas possible. Et je suis genre, en fait, non, il faut. Et d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, je suis blacklistée de chez Clinique. Mais c'est pas grave, j'avais fait ma part des choses. Mais t'avais déjà un vrai savoir-faire en fait. Ouais, et en fait, bah, j'adore lire les compos, etc. Maintenant, je me suis un peu éloignée. En plus, les compos qu'il y a 10 ans sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, j'ai les principes actifs, etc. Maintenant, il faut que je recherche à quoi ça correspond. Oui. Alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus simpliste. Et c'était vraiment, c'est mauvais. Il y a un peu de gras et un peu d'hydratant. Oui. C'était beaucoup moins recherché qu'à l'heure actuelle. Et du coup, c'était quand même vraiment plus simple. Et donc, oui, quand tu as des compos avec le lotion tonique ou en premier voire en deuxième ingrédient, c'est l'alcool d'Ena. Oui, non. Tu peux avoir des camélis à la fin, en mode apaisant. Non, non, et après le parfum, arrête de mentir, ça ne marche pas. Mais non, et puis moi, comme j'ai travaillé en vente, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a acheté pour éclaircir le teint. Donc pour te dire à quel point. Ah ouais. Donc moi, c'était vraiment quelque chose. Et puis bah, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Je crois qu'une des vidéos qui a le mieux marché au tout début, c'était pour faire des tresses et petites blés. Oh, mais c'est la bonne époque, tu vois, genre, ça. vraiment, c'est ça. C'était tellement... Enfin, je m'étais qu'à pris une vague de jeuxvideo.com dès le début, parce que comme mon ex était connu, bah, dès le début, c'était cher. Ouais. Mais je trouvais que c'était l'époque vraiment... C'était mignon. Ouais. On était là, genre, on savait pas ce qu'il allait nous attendre plus tard. Bon, on en reparlera justement. Et bon, je sais que c'est un tout petit peu frontal de parler de ça dès la première question, enfin, la deuxième question sur le podcast. Mais j'ai aussi envie d'aborder, puisque on essaie de rester dans la chronologie. C'est une des épreuves peut-être les plus difficiles que tu aies traversées, c'est ton cancer, donc hodgkinien à l'époque. Comment est-ce que... On va rester, je pense, sur le côté plus du corps. Oui. Et comment cette épreuve du cancer est venue transformer justement ta façon de voir ton corps à l'époque.
Ouais, ça va être dur, je pense, pour beaucoup à entendre parce qu'en fait, à partir du moment où. Enfin, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, donc j'avais une boule, je me suis réveillée en sueur, j'avais des taches au niveau des mains, enfin au niveau des avant-bras, et j'ai fait ce que normalement on me dit de absolument pas faire, j'ai regardé sur internet. Ok. Sauf que, pas spécialement Lotissimo ou quoi, par contre, j'ai lu un texte d'une femme qui décrivait ce qu'elle était en train de vivre. Et en fait, quand je l'ai lu, bouffée de chaleur, mais vraiment énorme. Et je fais, c'est exactement ça. Et j'avais une boule dans le cou. Et c'était trop, c'était pas juste quand on remarque, j'ai mal au ventre. Là, c'était vraiment les taches sur les bras, une boule au niveau du cou, des bouffées, des sueurs nocturnes. Parce que ça, attends, c'est vraiment, typiquement les 3 gros trucs, en fait, de comment, pour cette maladie. Et, et du coup, à partir de là, je sais pas comment dire, mais j'ai su. J'ai su, sauf que bah, je venais de quitter l'école et je venais de commencer à travailler et du coup, j'avais pas la sécurité sociale, quoi. Ah ouais. Et là, je me suis dit, bah là, il faut que tu tiennes et je crois que c'est 3 ou 6 mois, je sais plus le temps, en fait, que tu cotises pour pouvoir, parce que j'avais que 3 mois, entre guillemets, en temps, Oui. franchement, la France, on remercie quand même là-dessus, on va pas se mentir. Et du coup, donc il y avait ce côté-là. Après, niveau corps, dès que ça m'a mis dans l'hôpital, il y a vraiment quelque chose où mon corps est venu à la médecine. D'accord, tu t'es un peu détachée en fait. En fait, on te jette. Enfin, je suis désolée, je pense que pour les médecins, ils essaient vraiment de faire tout le temps au mieux. Et par exemple, j'ai adoré ma secrétaire qui s'occupait de mon professeur. Mais on est tellement trimballé de A à Z dans des examens de partout que ton corps est venu juste à un moment de tu te mets nu pour une radio du thorax, hop, t'es nu, t'es la mammographie, boum, t'es nu. Et en fait, je sais pas. Et en fait, ouais, c'est un vaisseau où. ouais. Et comme s'il m'appartenait plus vraiment, mais en même temps. Et en plus, on prenait pas le temps de m'expliquer vraiment ce que j'avais. Donc en fait, Internet a été le seul point en fait où je pouvais avoir des réponses à mes questions. Donc vraiment, de comprendre mon corps, justement. Donc il y a vraiment eu ce côté où, à l'hôpital, j'avais un corps et après à la maison, je me l'aurais approprié pour essayer de le comprendre. Mais à l'hôpital, c'était mon corps pour la médecine, je le jetais dedans en fait, quoi. Et mon cerveau, il était en arrêt. Donc, ça, j'avoue que c'était très particulier, l'enfance du corps. En plus, j'avais perdu du poids, donc j'ai jamais été en surpoids, on va pas se mentir. Donc, juste perdre quelques kilos pour quelqu'un qui te mince de base, j'avais vraiment du mal avec ce côté-là. Mais par contre, bizarrement, j'ai pas eu du mal avec la perte de cheveux. Oui, ah oui, c'est vrai, puisque normalement on associe souvent ça à une perte un peu, tu sais, de féminité. Ah ouais, mais en fait, ce gain de temps. C'est vrai. Je suis désolée, mais c'est un gain de temps de folie. C'est vrai. Non, mais c'est en seulement, mais c'est vrai que j'avais pris une prothèse capillaire, du coup, qui coûtait très cher parce qu'il y a que 150 € qui sont remboursés dessus. Et par contre, pour des vrais cheveux, c'est entre 500 et 600, donc c'est vraiment très peu. Mais je l'avais prise et je crois que je ne l'ai jamais mise. Du coup, je l'ai offert à l'association, c'était Octobre Rose. D'accord. Donc c'était Rose Magazine. Et maintenant, je crois qu'ils sont un peu encore différents maintenant à l'heure actuelle. Et je l'avais offert parce que moi, ça m'a pas aidé, mais je pense que ça peut aider d'autres femmes. Donc, faut savoir, donc, une perruque qui coûte aussi cher, donc pas la mettre. Et en fait, au final, j'ai aimé ce gain de temps et de ne pas m'en préoccuper. Parce que j'entendais beaucoup les femmes qui mettaient la main dans leur au niveau de leur crâne et qui étaient. Bah oui, moi je voyais, mais c'était franchement entre ça et mon chat, il n'y avait pas une langue. Quoi. Donc au final, ok, c'était ok. Et en fait, c'est plutôt les gens en fait qui les rendaient. C'est le regard des autres plutôt. Ah ouais, horrible par contre. Ah, le regard des autres, vraiment les gens. Mais de la personne qui peut être gentille. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de juste aller chercher le pain et qu'on me souhaite bon courage. Et t'es là genre. Mais j'ai tout donné aujourd'hui, je me suis même maquillée. Et t'es là genre, mais j'avais tout donné. Et t'es là, bon bah tant pis, mais en vrai, ça se voit parce que, outre le fait de perdre, tu perds tes sourcils, tu perds tes cils, donc tu le vois physiquement quand même. Poil en fait. Ouais. Mais ça m'est arrivé des fois, me balader avec mon ex et passer par un stade et bah alors, tu sens ta chauve et t'es là genre, oh et bonne journée à tous. Mais donc, ça c'était hyper dur. Ça, vraiment, en fait, c'est vraiment l'image des autres. Quand je faisais des vidéos avec lui et qu'on me disait, on dirait Slimane. Enfin, je prenais tellement cher. Genre, sur les réseaux, sur le forum 15 du J, on m'appelait Krillin. Enfin, ça, c'est vraiment. Oui, parce que tu l'as partagé publiquement. Mais en fait, t'as pas vraiment partagé publiquement. Enfin, t'as continué à faire des vidéos sans peut-être partager ton traitement. Alors, j'ai pas partagé beaucoup mon traitement. Je veux dire, tu l'as pas partagé, tu as continué, tu voulais une vie normale en fait. Ouais, donc vous voyez, par exemple, je crois que c'est un haul d'une marque de fast fashion, je sais plus, c'est Let, enfin, c'était clairement l'ancêtre de Shein.
Et on voit où j'ai fait mon prélèvement, ma biopsie, et on me voit tout gonflé, tout œdème, tu vois, mais donc je dis, excusez-moi, je vais avoir un peu du mal à bouger et tout. Et vraiment, des fois, ça m'est déjà arrivé de les regarder en live, parce que je faisais des live Twitch, et c'est genre, oh Bibi, j'ai envie de te faire un câlin, moi je me fais trop mal au cœur. Et vous voyez que je donnais tout. Et il y avait du coup ce côté-là, et puis ouais, il y a des vidéos où j'étais en bonnet, même sans rien, quoi. Et pour moi, c'était pas un problème, et c'est des derniers commentaires, moi, respecte-nous, mais genre, mais mon combat, il est ailleurs de survivre, quoi. Ouais, en fait, mon combat, il est ailleurs, donc je comprenais pas qu'on me fasse ce genre de réflexion. C'est, mais en fait... Mais moi, je trouve ça, justement, je trouve ça super courageux parce que t'as essayé de t'accrocher à ton activité. Bah et ouais. c'était ça, peut-être, qui te permettait de j'avais te projeter, en fait, au bien sûr. temps, quoi. Mais surtout qu'avant, je travaillais, du coup, en parfumerie. Ouais. Et en fait... et comment ça a été? Mais j'ai le physique a... Mais j'ai démissionné parce qu'en fait... non, mais c'était pire que ça, c'est que j'ai fait aller au prud'homme à cause de ma chef. Parce que, au départ, je devais quitter de temps en temps pour des examens, des PET scans, etc. Mais du coup, j'avais toujours un mot, enfin, voilà. Et en fait, au final, j'étais une des meilleures vendeuses à un moment donné. Et en fait, elle m'a reliée, donc aucune méchanceté quand je dis ça, mais en caisse, que en caisse. Et je dis, mais en fait, non. Et en plus, pas avec un siège. Enfin, c'est pas comme si elle était là pour m'aider au cas où. Oui, mais pas du tout. C'était à base de ah ouais, et en fait, son but était de me virer parce qu'elle savait que j'allais mettre en arrêt maladie, en fait. Et du coup, là, il y a vraiment la vie qui te roule des claques dans la gueule et t'es là, genre, super les gars. Et à côté de ça, j'étais contente de m'avoir créé mon entreprise, toujours pour avoir la sécurité sociale, etc. J'étais trop bien faite d'avoir eu les deux à un moment donné, parce que du coup, je pouvais abandonner ce travail et me dire que je vais pouvoir être soignée quand même. Tu sais, il y a une vraie question, parce que tu te dis, soit je tiens le bout, qu'est-ce que je choisis? Donc en fait, non, pendant ce période-là, les réseaux sociaux étaient mon seul moyen d'avoir un des revenus et avoir une vie. C'était vraiment mon exutoire, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment important. Donc quand on me disait, tu ne respectes pas et tout, des choses, là. Bon, attends, mais je suis tout prête à pour vous, c'est pas très bon signe. Bon, on va parler du roman. Non, mais ça me dérange pas du tout. Peut-être pour les auditeurs et auditrices, peut-être. En fait, ça me choque énormément et j'espère quand même que 10 ans plus tard, que ça soit professionnellement et même l'image des personnes qui souffrent de cancer a changé. Enfin, eux, ils n'ont pas à changer, tu vois, mais nous, c'est à nous de faire... Non, mais c'est l'expérience. Alors, le roman est ponctué de règles de soufisme énoncées par Cham de Tabriz au fil de ses rencontres ou de ses échanges avec Rumi. Il dit, je cite, « Le passé est un tourbillon. Si tu le laisses dominer ton présent, il t'attirera vers le fond. Le temps n'est qu'une illusion. Ce qu'il faut, c'est vivre dans l'instant présent. C'est tout ce qui compte. » Et justement, on retrouve cette règle que l'autrice applique à Ella et à Aziz un peu plus tard dans le livre. Aziz et Ella vivaient dans des fuseaux temporels différents. Pour elle, le temps, c'était essentiellement l'avenir. Elle passait une partie considérable de ses journées à prévoir obsessionnellement la minute qui allait suivre, le jour, le mois suivant, l'année prochaine. En revanche, pour Aziz, le temps était centré sur l'instant et toute période autre que maintenant était une illusion. Alors moi, j'ai une question. Je sais que c'est, je pense, super cliché qu'on a tous à poser, mais est-ce qu'avec le cancer, ton rapport au temps et justement à la vie, est-ce qu'il a changé? Alors, oui, mais je pense pas dans la manière qu'on entend souvent. Ouais. Souvent, on dit, il y a un avant après, vraiment, on profite tellement plus de la vie. Alors, moi, en toute honnêteté, j'en ai plus profité parce que j'étais en santé, que j'étais encore là. Mais j'en ai peut-être profité pareil avant, en toute honnêteté. Par contre, il y a un truc sur le temps qui était différent, c'est que j'étais en rémission. Mais du coup, tous les 6 mois, j'avais quand même un... Donc pour moi, j'avais un temps de 6 mois. Où j'avais 6 mois de... Tu profites. Parce que tu sais pas ce qui t'attend au bout des 6 mois. En mode genre, oh, rechute. Et là, tu sais pas ce qui t'attend. Ouais. Et donc, justement, ce côté instant présent, c'est, ok, je l'ai, mais pour 6 mois. Et après, tu vois, t'avais ta date. C'est bon, je suis pas en chute, je peux revenir 6 mois. Allez, je revis 6 mois, tu vois. Et ça m'a fait ça jusqu'à, je dirais, 2 ans où en fait, parce que je suis toujours suivie et tout. Et elle m'a dit, mais on vous a dit que vous êtes vraiment guérie. Oui, parce que putain, vous avez mis 10 ans de me le dire, vraiment. Et genre, vraiment, elle me voit avec les larmes aux yeux. En fait, on me l'a jamais dit. Et en fait, à l'heure actuelle, on fait encore des recherches parce que comme du coup, tu as certains traitements, comme la radiothérapie, il y a des risques en fait, malgré tout, la radiothérapie. Et du coup, c'est ça maintenant qu'ils cherchent. En fait, maintenant, c'est pas mon ancien cancer qu'ils cherchent, c'est s'il y en a un nouveau. Ah ouais. Donc, à cause des traitements que tu as subis. Ouais. En fait, leur but, c'est que tu survives le plus longtemps possible.
Mais du coup, ils savent très bien que selon, des fois, la toxicité de certains traitements, etc., tu peux avoir des soucis derrière. Mais c'est la première fois où on me dit, bah, cancer numéro 1, chèque, c'est vraiment terminé, tu vois. Ok, bah oui, tu peux fermer le chapitre. Oui, et j'en ai parlé à ma psy, elle m'a fait là, par contre, enfin, je vous dis rien, mais je pense que si on se reparle, là, elle m'a dit littéralement, viens, on se voit dans 6 mois. Et je suis genre, d'accord, c'est longtemps, il n'y a pas de souci. Et en fait, 6 mois, 1 an, et en fait, on faisait des périodes beaucoup plus longues. Et elle m'a dit, mais en fait, c'était sûr que t'allais switcher et t'allais tout envoyer valser tout ce que t'aimais pas. Et là, j'ai enfin mon changement, c'est-à-dire que là, j'acceptais plus de perdre mon temps. Parce qu'on me disait enfin que t'étais guérie. Donc j'étais plus en mode survie, je suis là, c'est ma vie. Oui, là, tu pouvais t'établir sur un long terme. Ouais. Mais ça met 10 ans, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça a changé justement sur... là, paradoxalement, tu vois, dans le livre, ils sont dans l'instant présent. Et là, t'as pu te projeter dans l'avenir. Ouais. C'est ce que tu faisais pas du tout, alors? Ah bah en fait, j'y arrivais pas. Et c'était même très angoissant. Et du coup, j'étais pas quelqu'un qui... Bah, et je le regrette des fois. Mais par exemple, même que ce soit dans mes projets, etc., j'avais pas de vision d'avenir. Ok. Et du coup, quand on me demandait qu'est-ce que je vais faire plus tard, donc bon, à ces grandes phrases, on sait rarement, mais moi, je savais pas ce que j'allais faire dans 1 mois, quoi. Parce que je savais pas si dans 1 mois, ma vie allait être totalement basculée. Donc on pourrait dire, tu vis le moment présent. Non, sauf que j'ai l'impression que vous pouvez m'enlever ma vie à tout moment. Ce qui est un peu le cas, hein, juste en traversant la rue. Mais là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une force supérieure de, oh, moi, j'ai une vraie épée de Damoclès. Et je le ressentais vraiment comme ça. Et là, on m'a dit, bah, cette épée de Damoclès, c'est peut-être un petit poignard. C'est un peu plus petit, c'est un peu plus sympa. Je suis un petit truc plus mignon. Et donc, du coup, c'est peut-être. Un petit cure-temps, si ça se Ouais, trouve, c'est en ça. vrai. Exactement. Et Tu donc, vas être positif. bah, attends, on va peut-être un peu plus profiter. Et là, je me suis, bah, bizarrement, quand on me lit, mais j'ai pu mettre le côté de passer tourbillon à instant présent, puisque l'instant présent me permettait quand même d'imaginer un futur. D'accord. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable. C'était la première fois que je me projetais vraiment dans ma vie. Par contre, du coup, il y a plein de trucs qui sont partis passer. Mais sinon, c'était sympa. Tu disais, malgré la maladie, tu as continué YouTube et t'en as un peu parlé. On parlait pas encore de cyberharcèlement à l'époque. Mais clairement, ça en était, hein, puisque tu en as vraiment vécu et c'était extrêmement violent. Et quand j'ai lu le livre, j'ai pensé à te parler de la citation de Chan, peut-être que ça t'a parlé aussi à ce moment-là. C'est la douleur d'un homme la douleur d'un homme nous blessera tous, la joie d'un homme fera sourire tout le monde. Ne fais pas de mal, pratique la compassion, ne parle pas dans le dos des gens, évite même une remarque apparemment innocente. Les mots qui sortent de nos bouches ne disparaissent pas, ils sont éternellement engrangés dans l'espace infini et nous reviendrons en temps voulu. Et je trouve ça fou. J'ai encore des frissons à de l'entendre. Vraiment, c'est fou. Mais je trouve ça fou parce que tu cites des commentaires d'il y a 10 ans. Ah, mais ça me marque la vie et ça me marquera la vie. Et je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, mais en même temps, mais c'est d'une violence extrême. Tu sors parce que, je sais pas, t'as fait ta deuxième chimio, t'arrives enfin à sortir de chez toi alors que t'es claqué, et on te sort, tu sens ta chaud. Bien sûr que ça te choque. Tu vois, genre, enfin, je me rappelle quand je m'étais fait opérer là, il y avait une petite fille, j'ai une petite fille parce qu'elle avait 15 ans au final, donc elle était pas si petite, on a plus de 5 ans de différence. Elle m'a pointé du doigt en plein Stradivarius, tu vois. Et genre, c'est sa mère qui a fait, me pointe pas du doigt comme ça et tout. Et ma mère s'est énervée, du coup. Bah oui. Parce que j'étais avec ma mère, elle s'est énervée. Elle fait, mais on parle pas comme ça, on regarde pas les gens mal comme ça et tout. Et ma mère a été la première à se prendre une violence aussi dans la gueule. Putain, on fait ça à ma fille. Et elle pouvait pas te protéger de ça. Non. Déjà, quand tu sais que ton enfant il est malade, je pense que c'est une douleur mais terrible, mais en plus tu sens que les gens sont méchants avec ta fille. Genre, c'est une folie en fait. Et non, c'est genre, et vraiment les histoires de Krillin, de professeur Xavier des X-Men, bien sûr que ça me choque. Et genre, il y a même un truc qui a été d'une extrême violence, et à un moment donné sur Twitter, et c'était une image, et quelqu'un qui avait une photo montage. Et alors c'est très cru, hein. Mais à l'époque, mon ex qui me prenait en levrette, et en fait, comme j'avais pas de cheveux, ils avaient pris le truc de déboucheur de chiottes sur mon crâne, tu vois. Et c'est clairement d'une violence, mais bien sûr que, genre, comment tu peux oublier ça, tu vois. Toi, t'es là, genre, tu te bats avec la maladie, genre, et t'es là, genre, et ça a fait, mais genre, franchement, en toute honnêteté, mais peut-être 30 milliards. Un truc monstrueux. Et genre vraiment, et même des gens que je connaissais, genre par exemple, de vue et tout, moi genre, mais c'est juste drôle. Mais non, mais c'est une violence. En fait, je pense que vous vous rendez pas compte de la violence que c'est, tu vois. Et c'est là, ok, on vit quand même là-dedans. Et entre les trucs qu'on me disait, t'es avec ton ex, parce que du coup, bah c'est pour qu'il paye tes chimios. Comme si. Et moi, genre, je répondais avec une photo d'une carte vitale, tu vois, en mode genre, putain, mais même ça, ils savaient pas. En fait, pour te dire à quel point c'est. Les gens, ils sont dénués de bon sens, en fait, quand ils critiquent, quand ils sont méchants, c'est que
ils connaissent même pas, en fait, déjà dans le pays dans lequel ils sont. Enfin, c'est une folie. Ils se croient aux États-Unis. Non, mais c'est ça, en mode. Mais en fait, non, mais, vrai, Breaking Bad est ma pire période parce que je suis là pendant Breaking Bad. Je déteste cette série. Je suis désolée, cette série, ça me hante, je la hais. Parce que, genre, vraiment, ça va, voilà, au lieu de me faire de la bête, je le petit riche, tu vois, alors. Et j'ai pris trop cher. Alors qu'à l'époque, il faut savoir que il était pas beaucoup connu. Et que il a commencé à être connu quand j'ai eu un nouveau mes cheveux et que j'étais presque en rémission, en fait. Donc, c'était une folie là-dessus et j'avoue que, ouais, bien sûr que ça marche. Enfin, c'est des choses où c'est dur et tu peux pas les oublier. Tu peux pas les oublier parce que, je vais dire un truc trop dur, c'est que je sentais que j'étais extrêmement soutenue. Mais j'en parle beaucoup de monde. Mais des moqueries comme ça, alors, mec, tu t'en rappelles toute ta vie. Ah oui, oui. Bah, en fait, le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas que c'est même dans un océan de positivité. Tu te souviens que de la petite goutte qui te blesse, quoi. Parce que c'est d'une méchanceté sans nom et tu comprends pas pourquoi on te fait ça. Sachant qu'en plus, tu connais même pas les gens. Oui, oui, c'est vrai, c'est de l'anonymat. Et t'as jamais voulu. Après, peut-être que t'avais pas l'énergie. Et bon, en même temps, peut-être, je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas de loi pour aller condamner. Oui, on parle des réseaux il y a 10 ans, genre. La fille, enfin la femme ne pouvait pas faire autre chose que des podcasts ou de la beauté, donc imagine. Oui, comment ça. Genre d'aller dans un endroit pour dire, je sais pas, les commissariats pour dire on m'appelait Krillin. Oui, ça. Ouais. Oui, ils auraient rien fait. Mais non, ils auraient rigolé, je pense qu'ils auraient rigolé entre eux, genre. Mais le pire, c'est que t'as quand même tenu psychologiquement. En fait, je trouve que t'étais faible physiquement avec le cancer, mais psychologiquement, t'étais extrêmement forte. Mais alors, là, c'est un coup, je pense qu'on me le fait maintenant. Autant de harcèlement maintenant, ouais. Je m'effondre, en toute honnêteté. Ou est-ce que parce qu'à l'époque, peut-être que tu réalisais pas la violence? Non, c'est ton combat, il était ailleurs. Ouais. C'est hyper méchant, je pouvais en pleurer et tout. Mais après, mais en fait. Frère, dans 2 semaines, là, j'avais ma chimio, mon gars, je suis déjà désolée, ton message, par contre, à côté d'une chimio. Là, par contre, ça, bon, ça compte un peu moins. Oui, mais c'est ça, oui. En fait, c'est dans l'équilibre de la méchanceté, la chimio, bah, moi, je suis pas un peu méchante. Et du coup, bah, ça allait là-dessus. Mais, non, je pense que c'est ça, la grande différence, c'est que je sentais que mon combat était vraiment là. Et que malgré tout, je m'épanouissais beaucoup sur YouTube à cette période. Je faisais beaucoup de it yourself, etc. Donc j'essayais d'apprendre à montrer des fois un peu mon visage. Et quand je le faisais, j'étais vraiment fière. J'avais vraiment une partie de moi qui était fière. Et j'avais envie de prouver aussi que j'avais le droit d'exister à cette période. Quand on me disait, on se moquait tellement de moi. Et en fait, on se moque de moi, mais pas pour ce que je suis, en fait. Et c'est pas toi. Non. Et du coup, je suis désolée, mais je préférais essayer de leur donner du contenu pour... Et ce quitte à me critiquer, fais-le pour ce que je suis réellement, mais pas pour une période de ma vie où c'est une lutte. Mais non, mais je pense que beaucoup ne se rendent même pas compte que c'est arrivé à leurs proches. C'est d'une violence sans nom, en fait. Je pense quand même que tu as créé une belle communauté au fur et à mesure, et ça t'a permis de vivre de belles années aussi ensuite quand même sur YouTube. Exactement. Alors après ta rémission, puis donc ta guérison, je crois que c'est donc dans ce sens-là. C'est rémission et guérison plutôt. Ok. Parce que tu peux avoir une rémission partielle par exemple. D'accord. Ah ouais. Donc une guérison, t'es guéri. Oui. Il y a vraiment le mot guéri. Voilà. Et toi, finalement, tu m'as entendu que récemment. Ah oui. Voilà. Et j'étais pas en rémission partielle, c'était en rémission totale. Hein, mais le guéri est arrivé. Et donc YouTube est devenu ton emploi à plein temps. Mm-hmm. Dans le livre Ella, qui lit donc le manuscrit Douglas même, qu'on découvre en même temps qu'elle, a une sorte de crise de la quarantaine. Je cite, « Elle s'apitoya sur son sort, à 40 ans, quel gâchis, qu'elle n'ait pas tiré plus de la vie, elle avait tant d'amour à donner et personne ne lui demandait. » Gwen, après 2020, tu as quasiment complètement quitté YouTube pour retrouver un emploi en CDI. Tu es un peu revenu en 2021-2022 et en 2024 aussi, tu as définitivement renoncé à ta carrière sur les réseaux pour reprendre tes études. C'est un choix vraiment très fort. Pas facile mentalement mais aussi financièrement. Alors pourquoi et comment tu as pris cette décision et est-ce que tu peux revenir justement sur ce choix avec le livre? Ce qu'elle dit dans le livre, je fais que de toute façon et je sais pourquoi j'ai adoré ce livre et le fait que tu le redises à haute voix, je suis là, c'est exactement ça. C'est j'ai passé un gap et je me suis dit trop bien, mais c'est un peu le côté je me voyais plus dans la société vraiment. Au final, je me sentais plus utile. Ouais. J'avais justement plein de choses à donner et je trouve que les réseaux, même si on me disait mais non, j'adore ce que tu fais, ça me suffisait plus. Après,
Il y a un écran finalement. Ouais. C'est... En fait, on est suivi par des milliers de personnes, mais on est tout seul tout le temps. Oui. Et je te dis, en fait, ça a commencé compliqué. Et en 2024, je suis partie au Japon. C'est ça, 2024. C'est l'année des JO. Exactement. Très, très bonne année de Paris, JO, c'était incroyable. Du coup, quand j'y suis allée, clac. Sur le moment, je vais pas dire que j'ai adoré. Mais quand je suis revenue, je fais ok, il faut que je change ma vie. Parce qu'en fait, alors, il y a plein de points très négatifs du Japon. Donc je vais pas en faire, je lis d'autres. Pas du tout, lambda. Mais un truc qui m'a marqué, c'est la communauté. Les gens vivaient vraiment en communauté. Dans les transports, il y a vraiment des wagons de femmes, où avant ça à certaines heures, où c'est que pour les jeunes filles et les femmes, que par exemple, si tu n'es pas handicapé avec un enfant, etc., les gens ne se soient vraiment pas sur les places handicapées. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es handicapé, alors qu'il y a plein d'handicaps invisibles. T'as pas besoin de... C'est pas pour toi cette place-là. Tu n'es ni maman, ni enceinte, ni nanan. Tu ne t'assois pas. Tu vois, et c'est des détails, mais dans ma tête, je fais... J'ai envie appartenir à nouveau dans une communauté qui me convienne plus, en fait. Et en fait, je suis revenue et je fais, en fait, ça me va pas. Et je m'étais toujours mis un petit coin de la tête, que je voulais, à un moment donné, redonner ce qu'on m'a donné justement quand j'étais malade. Parce qu'on parle beaucoup du négatif. Mais, à l'hôpital, je suis tombée sur une secrétaire de mon professeur qui s'occupait de moi. Incroyable. Qui m'a fait me sentir pas juste une patiente, pas juste un numéro. Elle est venue me voir à ma deuxième chimio, elle me demandait même des nouvelles. Quand je faisais un examen et que j'étais stressée, elle était toujours là, je vais l'envoyer au professeur, je vous tiens au courant. Enfin, vraiment, j'étais dans une prise en charge avec elle, mais vraiment incroyable. Et je m'étais toujours dit que je rendrais ça à un moment donné. C'est comme quand je me suis trompée à un moment donné, j'étais en entreprise individuelle et que je payais énormément d'impôts parce que on m'avait pas bien conseillé, bref, on s'en fout, mais c'est pour dire que quand je payais beaucoup d'impôts, le truc qui me remontait, c'était j'ai eu la chance d'être soignée en France, c'est pas grave si je redonne, c'est un équilibre. Tu vois, alors, donc je suis là, genre, ok, je donne. Jusqu'à que j'arrive, et du coup, en 2024, donc 10 ans après, et je me dis, ok, j'ai donné financièrement, maintenant je vais me donner de ma personne. Alors vraiment, j'ai un cadre de c'est bon, financièrement, je pense que je vais le payer. Je suis vraiment, on arrête les bêtises, c'est bon. Et du coup, je me suis dit, maintenant, c'est comme si je le devais plus. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de laisser cette image-là dans la tête de certaines personnes. Parce que cette femme qui était toute seule derrière un bureau à écrire des comptes rendus et à me prendre mes rendez-vous, et en fait, je m'en rappellerai toute ma vie. Et là, elle me dit, en fait, je veux marquer les gens aussi, mais vraiment en étant vraiment avec eux. C'est un truc qui est dur, mais quand je parle de secrétaire médical, la plupart du temps, les gens ont une mauvaise image. Ah oui. La secrétaire médicale, pardon, quand tu vas chez le dentiste, qui te parle à peine, carte vitale, oui, les vols fluctués, il n'y a plus de rendez-vous, voilà, tu vois. Et en fait, les gens, ils ont trop de mauvaise image, mais dans les hôpitaux, mais sans les secrétaires médicales, en fait, ça tourne pas, en fait. Ouais, oui. Et ça permet, en fait, de créer un lien, d'être un maillon, en fait, de cette chaîne qui est incroyable de l'hôpital. Et alors, comme dans tout, il y a des pas très bons médecins, mais il y a des mauvaises ou mauvais secrétaires. Mais il y a aussi du très bon. Et là, j'ai voulu faire ça. Donc, j'ai refait une formation qui a duré 1 an pour devenir secrétaire. Et je travaille avec Gustave Roussy, donc à l'hôpital qui m'a soignée. La boucle est bouclée. Exactement. Donc, est-ce que c'est le Japon qui a été le déclencheur ou c'est parce que tu as repris un petit emploi, t'es parti, t'es revenu? Est-ce que tu sentais déjà que finalement, la sphère YouTube, il y avait quelque chose qui te correspondait pas sur le long terme? Alors, quelle vérité tu veux? La vérité que tu souhaites dire tout en préservant ton intimité. J'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube du coup de 2020 à 2022 et tout avec des groupes de personnes, et il s'avère que ce groupe de personnes au final je ne pouvais pas en avoir confiance et en me sentant bien avec eux sur le long terme, et c'était l'énième goutte en fait de ce monde qui me dégoûtait un peu. Ouais. En vrai. En fait, j'en ai marre d'essayer de trouver dans une boîte de fin l'aiguille de gens sympas, quoi. Oui. En fait, ça reste un monde du showbiz, entre guillemets, quoi. Tout le monde, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'ego. Et c'est un peu la bataille de faire le plus de vues possible. Donc, Il y a plus de vues, mais enfin, j'ai envie de dire, on n'est pas toujours bien accueillis, et souvent, en plus, moi, dès que je commence à faire des vidéos avec des gens, je suis en couple avec, tu vois. Ah, J'en ai marre. Ouais, J'en ai marre d'être liée avec des hommes. Vraiment, je suis désolée, mais les hommes me fatiguent. En fait, t'es là, genre, tu peux même pas apprécier. Genre, je me rappelle, Fred, il pensait que je chantais avec, et j'étais là, en fait,
vous êtes chiant. Genre, juste, vous êtes chiant. Oui, ils se font des films alors que... Et en fait, au bout d'un moment, j'ai envie d'exister pour moi. Et YouTube, malgré tout... Ils te renvoient tout le temps à mon ex, à mon site, c'est bon, stop, j'en ai marre, en fait. Alors, franchement, moi, je trouve que t'es une galère, en fait. Juste d'avoir survécu, avoir fait tout ce que tu fais. Ou très bête, mais... Parce que j'aurais dû arrêter depuis longtemps, en fait. J'aurais dû arrêter de forcer, je pense. Après, je pense qu'on a tous un cheminement. Et justement, sans trop révéler la suite du roman. Et là, va aussi être confronté à un choix à faire entre Aziz et sa famille. On le révèle pas. Mais il y a une règle, justement, que Cham évoque. Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, tu dois changer la manière dont tu te traites. Tant que tu n'apprends pas à t'aimer pleinement et sincèrement, tu ne pourras jamais être aimé. Donc moi, je dis pas du tout que les gens débiles sur YouTube, c'est parce que tu te traites pas bien, attention. Mais c'est parce que on va parler de sport un peu. Tu as fait un peu de sport jeune, j'ai cru comprendre. Mais entre fin 2020 et début 2021, même début du mois de janvier précisément, tu as commencé le volleyball. Ouais. Alors comment c'est rentré dans ta vie? Je sais que c'est une période personnelle compliquée. Donc raconte ce que tu peux. Ça allait pas bien. En fait, donc j'habite à Bordeaux, j'ai déménagé. Et comment dire que dès le début, j'ai su que c'était une erreur d'avoir emménagé avec une personne. Et que... Donc c'était pour des raisons amoureuses. Ouais. Okay. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment, premier degré. Et en fait, je me sentais tellement seule. Alors que je suis revenue ici, alors qu'il y avait ma maman, il y avait quand même des gens que je connaissais. Mais je me sentais d'une solitude, mais profonde. En plus, du coup, j'avais arrêté à nouveau mon CDI pour relancer sur les réseaux. Et je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Genre, pourquoi? Vraiment, pourquoi? Et en fait, j'avais besoin de trouver quelque chose qui me rattache un peu à la vie et qui me fasse du bien. Et je me suis dit, quel genre de sport? Et je suis allée en tout l'été, j'habitais à la ville de Cachan à quelques moments. Et je regardais tous les sports qu'ils avaient et je fais, oh, lequel m'irait? Alors, tous les trucs où il fallait que je prenne des points dans la gueule, non, parce que j'étais sur YouTube, ça me fait chier d'avoir des dans là, un truc. Non, mais tu penses, on va genre, il faut que mon physique soit là encore. Bon, écoute, voilà. Le volet. Sans pas le volet. Parce que même j'ai bossé en hand, au basket. Physique, on pouvait me donner des coups quand même. Non. Le volet, c'est la balle qui me donne des coups. Bon. Il y a un filet. Mais il y a quand même un filet, il y a des moments où on se respecte par le filet. Voilà. Non, mais c'est bête, mais voilà. Oui, ça. Et j'ai commencé, du coup, le volet. Et c'est typiquement ce que je conseillerais, ou vraiment quand tu touches le fond, juste trouver un sport et trouver des gens, c'est incroyable en fait au final. Parce que déjà, un, tu dépenses, deux, c'était pardon, ma journée pouvait être la plus nulle possible. Et j'allais au volet, j'avais le boulot ventre, j'avais envie de vomir. Parce que vraiment, quand tu passes une journée de merde, ça se voit sur ton visage et tu te dis, mais tout le monde va le ressentir que tu viens avec toutes tes pires ondes du monde. Et au final, un peu de sport et un peu de sourire, et en fait, il y a des gens à côté de toi qui viennent avec toutes leurs bonnes ondes du monde. Et en fait, il y a un équilibre qui se crée et tu te fais après des amis, etc. Et en fait, au final, à l'heure actuelle, je les appelle mes potes du volet. On est un groupe de 4-5 personnes. Et au final, même là, j'ai arrêté cette année parce que je me suis mis à d'autres sports. Mais ça reste toujours mes amis et des gens avec qui je suis tellement contente de les avoir rencontrés. Et est-ce que tu penses que ta pratique du volet t'a permis de sortir justement de cette phase de Bordeaux, de prendre des décisions, de changer Parce que du coup, ça m'a créé une vie. Ça m'a créé une vie en dehors de mon chez-moi qui allait pas. YouTube, c'était pas incroyable non plus. Donc j'avais un moment là, c'était mon moment avec des gens que j'apprenais à découvrir. L'amour des gens. Tu vois, c'est très dur aussi de YouTube de en faire de nouvelles rencontres. C'est vrai, oui. Et là, j'étais Gwen à nouveau. Genre, vraiment. Oui, t'étais pas la youtubeuse, c'était toi. Incroyable, c'était toi. Je crois que la première personne qui a osé me le dire, ça a mis 6 mois, tu vois. Le fait, je t'ai reconnu dès le début, j'ai pas voulu te dire merci. C'est moi, peut-être que je serais jamais revenue. C'est vrai, moi j'ai pas envie de parler de moi à cet épisode, mais je sais que c'est super difficile quand on te reconnaît que tu veux juste être toi, pas. Mais est-ce que j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de venir avec des yeux tout rouges plein de sang parce que j'ai pleuré toute la journée. Mais tu sais, d'être moi, et toi de me dire. Je sais pas comment dire, mais je veux pas garder cette image de tout le temps sur les réseaux parce qu'on montre ce qu'on veut. Et oui, les moments de même quand c'est dur, j'ai pu montrer beaucoup de choses. Malgré tout, par exemple, mon ancienne relation qui a duré comme 4 ans et demi, personne ne l'a vu. Oui, t'es très discrète. Ah, maintenant, on fait attention, on va pas se mentir. Mais c'est bon, ça suffit d'une fois, c'est bon. Un petit d'amis. Je regarde parce qu'en plus, non, ça m'a suffi de 2 fois. Mais je l'ai fait une deuxième fois en plus, mais beaucoup moins fort. Mais du coup, une fois vraiment.
Et c'est vrai que maintenant, je faisais vraiment plus attention, mais c'est vrai que, du coup, les gens, je pouvais pas leur dire. Et puis, il y avait un truc avec cette personne, c'est que ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'en parler même sur TikTok, etc. Et ils m'envoyaient des, ah bah super, tu parles. Et en fait, je pouvais plus être libre. Et donc, en fait, je suis arrivée à un pas d'être plus libre parce que, du coup, t'avais c'est pas de sa famille qui me suivait. Et en même temps, j'avais mes abonnés et j'avais envie de parler à quelqu'un et je me sentais encore plus seule. Oui. Donc, et le volet, c'était, je me refais une bande de potes. Donc, je me refais mon monde à moi. Tu vois, ça a été mon premier point d'ancrage à une nouvelle vie qui va continuer après. Donc, bien sûr, le volet, ça m'a clairement totalement aidé. Ça t'a redonné des ailes. Ah, mais totalement. Donc, je suis très nulle. Si la question est est-ce que je suis bonne au volet? Non, j'allais pas te la poser. Vraiment, et je pense qu'il ne faut pas faire un sport juste parce qu'on est bon quelque part. Parce qu'on ne commencerait jamais. Et puis les premières fois, j'avais de l'œdème au niveau des bras, je devais me violet, bleu, toutes les couleurs. Je trouve. Je me disais pourquoi je fais ça? Eh mais je m'en remets, hein. Après, c'est quand même bien de dire qu'on peut faire un sport juste pour la beauté de ce sport. Ah bah oui. Être fort. Ah non, en fait, c'était le plaisir d'aller faire du sport. Vraiment, Et puis, je trouve que ça emmène l'autre côté du sport. Donc, j'avoue que moi, j'ai fait du sport du coup plus jeune. Boxe française, natation. Ah, et donc bizarrement, oui, la boxe, effectivement, c'était pas possible. Ouais, c'est bon, ouais, non, c'était sympa, j'ai déjà tenté. Donc, j'ai déjà fait ce genre de sport. Et. Cool, mais en fait, je savais que là, je n'aime pas la compétition. Je suis vraiment pas dans la compétition. Et c'est ce que je pense m'a détruite aussi dans YouTube. Oui, c'est qu'il y a de la compétition. Il y a de la compétition malgré tout. Ouais. Malgré tout, même si quand les gens ne le veulent pas, pour avoir une meilleure OP que l'autre parce que tu dois choisir par rapport, malgré tout, il y a un peu de compète de il faut que je sois mieux, il faut que je fasse plus de vues. Donc il y a malgré tout une petite compétition. Et le but, c'est pas d'écraser les gens, mais il y a une compétition, faut pas se mentir. C'est qui sera le premier pour avoir le plus d'OP parce que l'intendant m'a quand même envoyé à payer à la fin du mois. Donc bon, voilà. Et du coup, je savais qu'il fallait que je sois dans le sport, donc j'étais en loisir. Très important, quand même, j'étais en loisir. Mais le truc avec les garçons et les filles. Ah, trop bien. Tu vois, donc vraiment full loisir, on va faire du volley. Limite, je disais, on va jouer au volley, mais comme on pouvait jouer à la balle dans le parc, tu vois. Mais par contre, on faisait comme du volley. Mais dans ma tête, c'était. Je prenais que le meilleur du sport. Mais il y en a plein qui aiment bien la compétition, et je ne critique pas du tout là-dessus, c'est que moi, ce n'est pas du tout dans mon tempérament. Et ça me fait pas vouloir me dépasser, tu vois. Ma discipline, je la trouve ailleurs. Oui, je pense que tu as trouvé du bien-être dans la pratique, Ouais. pas un esprit de compétition. Quelle a été ta plus belle expérience que tu as vécue grâce au sport? Alors, c'est peut-être pas le volley. Parce que je sais que tu as fait les 10 km de Paris 2024. Je sais pas qui c'était. Non, c'était peut-être pas la. Ah, je suis pas sûre, hein, parce que. En fait, que j'aimais la discipline que ça m'emmenait pour le 10 km, ce que je ne courais pas du tout. Donc, je dirais que c'est le premier cheminement aussi, qui une petite claque de mon petite gueule, quand même, un petit peu. Non, parce qu'en fait, je suis asthmatique. Je fumais. Est-ce que tu fumes toujours? Non. Justement. En fait, il faut savoir que quand je suis tombée malade, j'avais le côté c'est injuste. Je fumais pas, je ne buvais pas d'alcool et du coup, je me suis mis à fumer tout après. On ne juge pas. Bon, après, j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie. En fait, je trouvais ça vraiment injuste. Et quand ça t'arrive, tu trouves ça vraiment injuste en mode j'ai que 20 ans. C'est la vie de ma meilleure période, mais je fais les plus longs possibles. Enfin, c'est trop bête, mais voilà. Et donc, t'as le côté injuste, donc bref, j'ai commencé tout ce qui fallait pas après. Mais est-ce que, parenthèse, t'avais quand même de la colère à un moment donné? Genre vraiment de la colère où tu te dis, mais pourquoi moi? Bien sûr que t'es en colère. C'est injuste. Enfin, injuste. Tu fais du mal à ta maman, tu vois la tristesse dans ses yeux. Au départ, moi, je voulais même pas me soigner parce que je me suis dit, j'avais vraiment le côté, je savais dire que dans mes gènes, j'avais ça et donc du coup, je dois pas exister. Tu sais. Ah oui. Ouais, non, j'ai dû passer par des étapes mentales. Et là, ta mère te dit, c'est pas dans l'ordre des choses de perdre son enfant avant toi, t'es là. Ouais, t'es là, genre, ah non. Et du coup, ça remet en question un peu tout, hein. T'es là, genre, on va peut-être y réfléchir. Et du coup, on avait fait un pacte tous les deux. En mode, maman, j'essaie les traitements. Si vraiment je sens que ça me met plus mal que ce que j'étais avant, j'arrête et je profite de ma vie, même si elle est courte. Okay. Donc, on avait fait un petit pacte. Voilà, bref, c'était pas très gai en tout. Mais donc, non, le sport, je dirais que, alors je dirais pas que c'est mon meilleur moment de toute ma vie, mais du coup, je me rappelle, j'ai fait mon premier kilomètre en course, crise d'asthme, j'ai fini en pleurs, j'ai cru mourir. Et on parle pas d'une vitesse, j'ai pas sprinté, hein, on va se mentir, mais genre lourde, enfin vraiment, et là, mais je giflais, hein. Là, la vie, je giflais, là, je me suis dit, ah ouais, c'est dur. Et donc du coup, c'était en juin que j'ai commencé vraiment les entraînements et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible, quoi. Là, c'est plus possible. Donc, en vrai,
Les 10 km, sur le moment, je suis désolée, je les ai pas aimés parce que même si je me suis un peu entraînée, c'était tard. À la souffrance. Alors que j'ai refait Odyssea cette année, Ah oui. en ne m'entraînant plus du tout pour courir, mais comme j'ai fait un autre sport qui est plus cardio quand même, tranquille. Mais justement, quels sont maintenant les sports que tu pratiques puisque le sport est rentré dans ta vie, Ouais. tu peux plus vivre sans. Ah ouais, donc bah c'est 5 fois par semaine. Donc ouais, non, c'est. Mais parce que j'ai changé absolument toute ma vie. Et quand on est seul aussi, on a beaucoup de temps aussi. Et ça, c'est autre chose. Mais tu sais, Mais seule et heureuse. Ouais, tu vois là, et en fait, je savais que j'avais besoin de ça. J'arrivais pas à l'amener quand j'étais en couple. Mais en fait, je pense que c'était pas en couple avec la bonne personne. Oui. Et j'avais envie de faire plein d'efforts. Par exemple, je me rappelle, quand on s'entraînait, moi j'avais arrêté de fumer, lui continuer, donc c'est toujours compliqué, tu sais. Ouais. Tu sais qu'il y en a un qui arrête et tout, t'es là, attends, putain, il en fume une devant moi. T'es comme ça, quoi. T'as tous tes potes en plus, du coup c'est trop bête, mais tu t'es habitué à boire un petit coup avec ta pote et toute la soirée c'était un petit verre de vin, une petite clope. Et là, t'es là, genre, tu la regardes, toujours pas son verre de vin avec toi, et t'es là, genre. Et en fait, vraiment, elle te parle, et là, tu sens que c'est une addiction parce qu'en fait, tu ne l'écoutes pas du tout. Oui, t'es concentré sur ce que tu aimerais avoir. Et là, tu te dis, mais en fait, là, il faut que je rentre chez moi parce que j'ai envie de fumer. Ouais, ouais. Et je vais craquer, et t'es là, genre, oh, ouais, Ouais. Donc, ça, j'avoue un peu dur, mais voilà, une expérience. Là, cette année, j'ai commencé le crossfit. Alors, c'est que tu fais ça pas 5 fois par semaine, quoi. Si, mais en fait. mais après, c'est des WOD différents à chaque fois. En fait, je fais pas des WOD toute la semaine. En fait, j'ai commencé le crossfit, mais en vrai, je fais 2 WOD par semaine. Ok. Le lundi, c'est mon ski haltéro. Donc, en fait, ça va m'entraîner pour l'haltéro, justement pour les WOD, et de le faire bien le mouvement. En fait, j'avais l'objectif de mettre beaucoup au sport, mais de ne pas me faire mal. D'accord. Et donc, moi, je suis vraiment dans. Tu vois, ce qu'on parlait dans la compétition, je suis pas à vouloir faire les plus grosses perfs. Par contre, emmener le sport dans ma vie et que vraiment, en plus, le crossfit apporter mobilité, force, sans douleur, c'était vraiment mon objectif pour le coup. Et c'est ce que j'aimais en fait dans le crossfit, c'était vraiment très complet. Le lundi, j'ai ski haltéro. Le mardi, j'ai fait renforcement musculaire. Donc là, c'est mes petites séances que je me fais toute seule. Que genre vraiment, clairement, on va le dire, deadlift, squat, pour vraiment du profond, que ça reste solide. Et que du coup, justement, plus c'est solide au niveau du tronc, plus tu y arrives aussi derrière. Donc au final, pour moi en tout cas, c'était important. Puis vraiment, tu prends une petite claque parce que tu sens que t'es fragile sur tellement de mouvements que t'as besoin de te solidifier. Plus du coup maintenant je suis secrétaire donc je suis assise tout le temps. donc voilà. Et le mercredi WOD, donc vraiment quand tu fais lundi, mardi, mercredi bam. Après j'ai mes 2 jours de repos, c'est le jeudi, vendredi. Ok, c'est tout gentil. Oui, j'allais dire, t'as pas raté pour moi, c'est bien. J'avoue, j'aurais dû pas parce que c'est très dur. Ah oui, non, t'inquiète pas, je comprends. Moi aussi, je suis un peu horrible là-dessus maintenant. Mais parce que ça devient tellement mon quotidien, non, je me suis. Bref. T'inquiète pas, je pense que tu parles avec des gens qui comprennent. Ah, c'est horrible. Par exemple, quand on me dit lundi, on fait un truc, ski haltéro. J'ai mon ski haltéro et je l'aime trop. Ouais. Genre, j'ai pas envie en fait. Ça fait partie de ma vie. Pour moi, c'est comme si, je sais pas, je faisais un truc hyper important. Je sais que pour beaucoup, mais c'est qu'une séance de sport. Non, c'est ce qui me motive pour le reste de la semaine. Ouais, je sais, donc. Puis, bref, voilà. Mais pour le coup, tu vois, le crossfit, vu que t'as arrêté le volley pour faire le crossfit, finalement, crossfit, même si c'est individuel en tant qu'effort physique, ça reste une communauté comme. C'est une communauté. En fait, c'est ça que j'ai aimé parce que, la première fois que je suis allée essayer une séance, parce que, vraiment, sur le volley, chaque fois, je ne connais personne. C'est fou, quoi. Genre, vraiment, je connais personne. Donc, la première séance, vraiment, je me suis dit, mais en fait, ça passe ou ça casse parce que déjà, je vais être nulle partout. Enfin, il faut le savoir, quand tu commences un sport, à part quand t'es sportif, je pense déjà de base, ce qui, même si j'avais pris le volley pendant 3 ans, m'a pas mis dans la barre des sportifs puisqu'on a tous vu 10 km des JO. Donc, je savais que j'allais prendre un mur. Vraiment, je le savais. Le seul truc qui pouvait me redonner envie, c'est l'ambiance. Encore, en fait. Et là, j'ai découvert que malgré tout, on est tout seul, mais tout le monde est là, voilà. Vas-y, tu vas le faire, t'es là, je vais le faire. Et là, c'est bon. Et en fait, il y avait ce côté, ma communauté qui m'a explosé directement. Et je me suis dit, ok, non, j'ai vu à chaque fois des gens venir vers moi naturellement. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est comme ça, en fait, c'est doux, c'est bien, tu peux être vraiment celle avec le plus petit poids. C'est pour tout le monde parce qu'en fait les mouvements comme du coup il y a des poids pour tout le monde
Les mouvements, tu peux les décortiquer, tu peux les... En fait, c'est pour tout le monde. Tu peux vraiment ne jamais avoir fait de sport de ta vie et commencer le crossfit. Et ça, c'était trop agréable. Et c'est ce qui m'a, en fait, convaincue sur le fait que je pouvais continuer là-dedans. Du coup, le samedi, j'ai ski gym et le dimanche, Tu refais un ouais. Et du coup, je me lève tous les samedis et dimanche matin. Tout pour te dire que Ça, maintenant, bah oui. c'est pas un souci, c'est mon sport en fait. Voilà. Oui, mais tu vois, tous les sportifs comprendront. Pour le coup, Ouais. que tu puisses te lever le week-end pour une passion. Bah ouais. Et à un moment donné, j'avais ça que j'avais fait du pilates, que tu en as parlé tout à l'heure. J'ai fait le pilates, mais en toute honnêteté, ça me touche. Ça coûte, oui. Voilà, je suis désolée, hein, mais oui, c'est. Avec le crossfit, ça coûte très cher. Super Pour moi, c'est vraiment, ça va dans les sports de riches un peu quand même, où moi je sais que. On parlait aussi de le fait de me. D'arrêter les réseaux vraiment et d'avoir être secrétaire de case financièrement. Ça. Ouais. CrossFit financièrement, mes chaussures, si tu veux, je peux t'envoyer une petite vidéo de mon petit squat parce que j'ai fait mon petit PR la semaine dernière. J'ai mes chaussures de volet pour faire mon ski haltéro. C'est mort, j'ai pas la thune pour m'acheter mes chaussures de CrossFit. Bah justement, c'est super cher. Quand t'as dû faire le. Ça n'a pas été. On en a pas parlé, mais c'est vrai que ça n'a pas été un obstacle quand tu t'es dit je vais me reconvertir. Ah si, j'ai dur de fou. En fait, ce qui est dur de fou, c'est qu'en plus, c'était la période, après, je me suis reconvertie et 6 mois après, je me suis séparée. Oui, donc en plus, c'était nouveau toute seule. Donc, j'ai gagné un SMIC parce que j'étais en contrat de professionnalisation. Un SMIC en Ile-de-France. Je sais pas si on est qui se rend compte encore. Ouais, si. À 30 ans. 31. Personne ne veut de toi. Et le truc qui m'a sauvé, c'est que comme j'étais en contrat de professionnalisation, j'étais encore en fait en statut étudiante. Ah oui, donc tu pouvais facilement. Alors là, je ne parlais plus à mon papa. J'ai repris contact avec mon papa. Mais depuis, je l'ai vraiment revu par contre. Du coup, en fait, comme quoi, quand il y a beaucoup d'énergie qui est prise ailleurs, après tu le redonnes et vraiment, c'est pour ça que souffle l'amour, c'est quand tu redistribues l'amour, qu'on te pompe à un moment donné, et en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup d'amour à donner. Tu en mets énormément. Oui, à toi-même et à d'autres personnes. C'est ça. Oui, parce que je trouve que le sport, c'est aussi une manière de s'aimer. Ouais. Depuis, j'ai aussi arrêté l'alcool. Donc j'ai vraiment... beaucoup ils vont dire, mais peut-être que c'est trop. Tu vois, alors t'as tout arrêté. Et je suis là, genre... en fait, je trouve ça pas trop, parce que moi, depuis, j'ai arrêté l'alcool, mais je me fais à manger tous les jours. Je suis primaire, je fais mon petit brocoli, et je prends du plaisir à me faire mes petits gratins. Tiens, c'est juste... Et je me rappelle, j'avais fait il y a très longtemps, enfin, il y a déjà 2 ou 3 ans, balance ton frigo, et je lui fais de 4. Quand je le regarde, il me fait rire. Je crois que j'ai plus un ingrédient de frigo qu'il y ait dans. C'est trop drôle. Genre, ma vie a drastiquement changé, mais parce que je savais que en quittant mon ex, avec qui j'étais pendant 4 ans et demi, je le quittais pas juste lui. J'ai quitté ma vie que je ne pouvais plus blairer. Et je l'en tirais un peu responsable. Et en même temps, je me suis dit, en fait, maintenant que t'es plus avec, deviens la personne que tu veux vraiment être, quoi. T'as plus d'excuses. Tu dis qu'il tirait vers le bas, là, à toi. Bon. Ça me rappelle la citation du début où je dis qu'on veut s'aimer, justement, se traitant soi-même bien. Exactement. Je reviens justement sur le livre. Au fur et à mesure de sa lecture de Douglas Mme et des règles de Cham, Ella évolue. Je la cite. Ella avait découvert que depuis qu'elle ne stressait plus à propos de ce qu'elle ne pouvait contrôler, une autre Ella était sortie d'elle, plus sage, plus calme et bien plus raisonnable. Est-ce qu'on peut dire que toi aussi, tu as trouvé une version de toi-même plus épanouie? Je pense que là, t'as déjà eu la réponse. Bah oui. Mais c'est oui. Oui, en vrai, oui. Enfin, c'est fou, c'est que je pense, et même mes collègues m'ont déjà dit, mais on comprend pas pourquoi t'es là. Parce qu'en fait, pour elles, j'avais la vie parfaite. C'est-à-dire que j'avais les horaires et tout. Ouais. Et là, je me lève à 6h tous les matins, je fais un métro boulot dodo, ce que les gens quittent, en fait. Ils veulent l'entrepreneuriat, etc. Moi, j'ai pris ça parce qu'en fait, j'ai trouvé du sens dans mon travail. Je travaille avec des médecins que j'adore. Je travaille dans l'hôpital qui m'a soignée. Et même si je pars, parce que je pense que je vais partir de cet hôpital pour plusieurs raisons, parce que je pense avoir donné, mais comme du coup, je suis des fois encore là-bas pour certains examens, au final, c'est trop dur de cacher si on me montre quelque chose à mes collègues. En vrai, au final, c'est trop dur. Et ça, j'avoue, c'est dur. Enfin, je dis ça parce qu'en début d'année, ils avaient retrouvé quelque chose. Et en fait, c'était pile le moment où j'avais pas encore signé mon CDI. Je venais de finir mon CDD de contrat de professionnalisation. Et là, c'était il fallait que je monte à tout le monde. Quand j'allais à l'IRM, en fait, au lieu que ça dure 1 heure grand max, ça mettait 2 heures parce que du coup, ils en parlaient, etc. Et moi, je devais le cacher à tout le monde. Et là, je me suis dit, ok, ça, c'est limite. Ok. Donc, j'adore mon hôpital, il n'y a pas de souci. J'adore ce que je donne. Mais par contre, il faudrait que je le donne ailleurs à un moment donné parce que
je veux pas vivre cette peur de peut-être tout perdre, etc. Là-dessus, et puis que tout le monde soit au courant. C'est un peu compliqué. Mais Après c'est peut-être aussi une manière, là, que tu redonnes un peu, ouais, que tu clôtures ce chapitre. exactement. Tu te dis, ça y est, maintenant je peux voler de mes propres ailes. Tout à fait. Peut-être en secrétaire, mais dans un cabinet qui me donne un peu plus de sous. Peut-être, ça arrivera. Mais donc non, 1000 fois plus épanouie. Alors vraiment, comme je dis, comme beaucoup, je pense que ma vie c'est métro boulot dodo, le lundi sport, d'un an sport. Et je pense que beaucoup, ce serait l'angoisse absolue. Je ne sors plus, dans le sens que quand je vois mes potes, c'est genre le samedi après mon sport en fin de run. Tu vois, genre, mais j'adore. Moi j'adore, j'allais dire, ça me fait rêver ton programme. Mais samedi, il y a 2 semaines, j'ai posé avec mes copines de CrossFit parce que je me suis fait des copines de CrossFit, tu vois. Enfin, moi, je suis devenue vraiment une girl depuis en plus que je mets en plus. C'est trop bête, mais genre, naturellement, avant, j'allais plus faire chez les hommes. Et maintenant, c'est les filles. Genre, vraiment, il y a un truc, en fait, genre, je me sens plus à l'aise, je pense, avec moi, etc. Et donc, du coup, j'ai envie de donner de l'amour aux femmes et tout, vraiment, ça n'a rien à voir aussi là-dessus. Et du coup, genre, le samedi, il y a 2 semaines, on s'est retrouvés et au final, on a bu notre petite chai latte, lait d'avoine, et on faisait de la peinture et du scrapbooking. Et j'aime trop ma vie. Et je pense que beaucoup, c'est, mais ouais, t'as trop tôt, je fais, j'adore. Je vais au parc de sous après avec mon chien. Ma vie, elle est parfaite. Franchement, Donc, c'est une vie qui me plaît aussi. Et là, en fin de livre, prend une grande décision qui va chambouler toute sa vie et son quotidien. Et je cite un passage. En sortant, elle murmura une des règles de Cham. Il n'est jamais trop tard pour se demander, suis-je prêt à changer de vie? Suis-je prêt à changer intérieurement? Si un jour de votre vie est le même que le jour précédent, c'est sûrement bien dommage. À chaque instant, à chaque nouvelle inspiration, on devrait se renouveler encore. Il n'y a qu'un moyen de naître à une nouvelle vie, mourir avant la mort. en fait, ça dit tout. Et je sais pas si tu entends souvent, genre, devenir la meilleure version de soi-même. Oui, si. Cette phrase, en sport tout le temps. Mais moi, elle m'horripile. Parce qu'en fait, c'est épuisant. Non, mais puis de toute manière, en fait, c'est que le but d'une vie, c'est d'évoluer tout le temps. C'est pas d'être le meilleur, c'est d'évoluer avec. Tu vois, comme je te dis, il y a 3 ans, ce livre, je l'ai jugé. Et les gens, je l'ai adoré. Donc, c'est dire qu'en fait, j'ai évolué. Est-ce que je suis devenue une meilleure version de moi-même? Mais tu vas le faire toute ta vie. Si tu penses qu'à un moment donné, tu vas atteindre. Mais ce serait indécent de penser qu'à un moment donné, tu vas atteindre ton summum. Non, tu l'atteindras jamais, en fait. Tu pourras toujours évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois. Mais parce que ça sera. Peut-être que je parle pour le sport, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça sera pour autre chose. Tu vas devenir, entre guillemets, plus à l'aise avec avec la nourriture, le fait tu vas devenir un trop bon cuisinier. On sait pas, genre, mais il n'y a pas une seule version de toi où là, tu seras le meilleur. Je pense que les rencontres et tout font que tu évolues à chaque instant. Et donc, tu évolueras tout le temps et tu ne seras pas à un instant T la meilleure version de toi-même. Parce que si tu l'es à un instant T et que pour toi, tu t'arrêtes là, c'est que tu as raté quelque chose. Oui. Après toi, surtout, tu as quand même eu la force, à un moment donné, de te dire j'ai besoin d'aide via le sport ou l'extérieur pour changer aussi. Parce que dans une situation, peut-être tu étais en impasse. Oui. Mais c'est que là, je pense qu'il y a le côté où j'aime quand même beaucoup la vie, on va pas se mentir. Oui. Il y a. Et quand vraiment les moments les plus durs, où vraiment j'ai pensé à des choses sombres, je me suis dit, je peux pas renoncer à la vie, tu vois. Genre vraiment, moi, genre, je peux pas. Ouais. Je peux pas parce que ça va pas, c'est ce qui va arriver là va être dur, ta décision de nouveau tout quitter, avoir du mal avec un logement, etc., de pas savoir, peut-être être dans la rue, de retourner encore pour la 2e fois chez ta mère, et que ton ego, hop, il est loin et tout, mais. Et ça vaut le coup parce que tu dois aller vers ce que tu veux vraiment. Ouais. Et j'ai vraiment ce côté-là de. Alors, mais ça, je pense que c'est le côté d'avoir de malade, il faut pas perdre trop de temps. Pour clôturer le podcast, on a une petite tradition. Peut-être que c'est pas forcément quand tu pratiques un sport, mais c'est le quotidien. Est-ce qu'il y a des mots ou des phrases qui te touchent en particulier et qui t'aident dans les moments un peu plus difficiles? Ou qu'on t'a dit peut-être? Par exemple, pour le sport, c'est un petit peu vaut mieux que rien du tout. Ok. Tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à, surtout en début d'année, à fond. Prenez le temps. Aimez ce que vous faites. Prenez le temps de vous découvrir. Peut-être si c'est pas la muscu, prenez le temps. Et peut-être qu'en fait, vous allez vous rendre compte que les 5 fois par semaine, en fait, vous n'allez pas vous obliger. C'est en fait, vous allez aimer ça. Et en fait, les jours de repos, c'est parce que tu te dis, c'est quand même bien de faire du repos. Mais franchement, tu te retiens. Et à tout moment, tu te dis, ça va glisser, je vais y aller pour du free. Et moi, je suis sur un tapis. Elle voulait aller au crossfit. Non, mais non, j'ai fait un mode énorme mercredi, j'ai mal absolument pas. Donc, mais ça, je pense que vraiment, le petit peu
Mais que ce soit dans la lecture, mieux vaut lire une page d'un livre par jour que rien du tout. Tu sais, t'as pas besoin de te donner 1 heure pour lire. T'as pas besoin de... Un petit peu, un petit peu. Et ça, le problème, c'est que les gens, ils s'attendent à vouloir faire des gros changements d'un coup, alors que c'est les petits et la discipline d'en faire déjà des petits qui fait qu'en fait, les changements évoluent avec le temps et après, ça fait comme une petite vague et tout qui va doucement. Oui. Et ça, je pense, c'est vraiment important de se dire qu'on n'est pas obligé de faire les choses en grand directement. Bah écoute, ça sera la phrase de la fin. Encore merci beaucoup, Gwen, d'avoir accepté mon invitation. Bah, j'espère que ça leur plaira. Bah, j'en suis sûre, je m'inquiète pas du tout. À très vite les amis, bye bye. Bye. J'espère que cet épisode avec Gwen vous aura plu. Nous avons vraiment plongé dans l'univers de YouTube des années 2015 à 2020 environ. Alors pendant l'enregistrement, je ne souhaitais vraiment pas nommer l'ex de Gwen lors de son cancer, mais je me rends compte après le montage que c'est un peu difficile de suivre sans ce contexte. Alors je vais juste le nommer rapidement. C'était Squeezie. Si vous n'êtes pas trop YouTube, ça ne vous parlera pas. Et si vous êtes un peu plus dans YouTube, vous comprendrez un peu mieux ce contexte-là. J'ai vraiment adoré découvrir la lecture préférée de Gwen, Sophie, mon amour. Si cet épisode a mis un peu de temps à sortir, c'est tout simplement car le livre n'était plus édité. À l'heure où je publie, ça y est, il est à nouveau disponible en librairie avec une toute nouvelle couverture. Ce livre est finalement rentré dans la vie de Gwen au bon moment pour l'aider à prendre des décisions difficiles et à laisser certains chapitres douloureux derrière elle pour en ouvrir de nouveaux. Personnellement, et je dois le reconnaître aussi, ce livre m'a bouleversée, alors que franchement, quand je suis allée le chercher en occasion, parce qu'il était vraiment introuvable partout, je l'ai carrément jugé. À la couverture, au résumé, aux premières pages, voilà, j'ai pas honte de le reconnaître. Pourtant, cette double narration, donc je vous resitue un peu les choses, il y a une narration au XIIIe siècle qui est une histoire d'amitié unique entre Rumi et Cham, et le présent avec Ella Rubinstein ne m'a vraiment pas fait très envie. J'étais même très concentrée sur Ella Rubinstein en me disant mais qu'est-ce qui va se passer pour cette femme ? Et je me préoccupais pas trop en fait du manuscrit qu'elle lisait, donc qui est l'autre narration avec Rumi et Cham. J'espère que vous arrivez un peu à suivre. C'est au fil de ces chapitres que la philosophie de Cham m'a davantage touchée et je me suis interrogée sur ma propre vie, comme faisait Ella dans l'autre partie de la narration du livre. Je crois que ce livre n'est pas un livre de développement personnel, comme on l'a un peu comparé au début du podcast. Ce n'est pas non plus un livre religieux, puisqu'on parle certes de principes de soufisme, c'est juste un livre plein de sagesse, une petite boîte à outils pour nous rappeler ce qui devrait réellement compter pour nous, comment on devrait se traiter soi-même, mais aussi traiter les autres. Et je trouve qu'à l'heure des réseaux sociaux, ça résonne énormément. Que ça soit effectivement avec le passé de Gwen, mais aussi avec notre utilisation des réseaux sociaux actuellement. Et je crois sincèrement que Gwen y a trouvé de bonnes réponses. Alors je vous remercie à nouveau pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Pensez à laisser 5 étoiles sur vos applis d'écoute et si vous avez le temps, une petite appréciation sur Apple Podcast. C'est toujours un petit plus pour moi, pour m'encourager. Voilà pour cette petite outro. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour plein de vidéos autour des livres. D'ailleurs, je vous ferai un petit post très prochainement pour le rendez-vous en physique pour le Run et Book Club. Et on se donne rendez-vous ici ou sur Instagram aussi, l'endurance des mots. Et je vous dis à très vite. Bye bye.